Oubliez tout ce que vous pensiez savoir sur les héritiers des narcotrafiquants, car les noms des Chapitos, Ivan, Alfredo, Ovidio et Joaquín Guzmán ont depuis longtemps cessé d'être de simples fils du légendaire El Chapo. Ils sont devenus les architectes d'une nouvelle ère du narcotrafic, une époque qui a plongé l'État de Sinaloa dans un bain de sang et transformé les rues de Culiacán en un véritable champ de bataille. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire de ces quatre frères qui ont hérité non seulement de l'empire de leur père, mais aussi de sa soif insatiable de pouvoir décuplée par les technologies du XXIe siècle et la révolution du fentanyl, changeant à jamais les règles du jeu. L'histoire commence le 15 juin 2005 lorsque la police fédérale mexicaine arrête Ivan Archivaldo Guzmán Salazar, alors âgé de 22 ans, à Guadalajara, l'accusant de blanchiment d'argent. Le fils aîné d'El Chapo est condamné à 5 ans de prison, mais 3 ans plus tard, en 2008, il est libéré en raison de vices de procédure dans l'affaire. C'est à ce moment précis que Joaquín Guzmán Loera, son père, prend une décision dont les conséquences se font encore sentir aujourd'hui. Il commence à transférer à Ivan le contrôle d'une partie des opérations du cartel de Sinaloa. Pas tout le pouvoir, non. El Chapo était trop intelligent pour cela, mais suffisamment pour que le jeune Ivan, alors âgé de 25 ans, goûte au véritable pouvoir et en veuille davantage. À cette époque, le cartel de Sinaloa contrôlait déjà entre 40 et 60% de l'ensemble du narcotrafic vers les États-Unis, selon les estimations de la DEA datant de 2010. Cocaïne, héroïne, méthamphétamine. Les drogues classiques rapportaient des milliards de dollars chaque année. Mais en 2012, un bouleversement tectonique changea à jamais l'économie du cartel. Les Chapitos, menés non seulement par Ivan, mais aussi par son jeune frère Jesus Alfredo, connu de tous sous le nom d'El Alfredillo, commencèrent la production de masse de fentanyl, un opioïde synthétique 50 fois plus puissant que l'héroïne et 100 fois plus fort que la morphine. Les précurseurs étaient achetés en Chine via le port de Mazatlan, les laboratoires étaient construits dans les montagnes de Sinaloa, et dès 2015, le fentanyl commença à générer plus de profits que toutes les drogues traditionnelles réunies. Selon les estimations de la DEA, en 2023, le revenu annuel des Chapitos provenant uniquement du fentanyl s'élevait à 13 milliards de dollars. Mais les jeunes Guzmán n'étaient pas de simples hommes d'affaires. Ils incarnaient une nouvelle génération, cruelle, technologique, ignorant les anciennes règles. Le 15 août 2016, cela devint évident pour tous lorsqu'un événement choqua même le monde criminel mexicain. Ivan et Alfredo furent enlevés directement du restaurant La Leche à Puerto Vallarta par un groupe armé du cartel de Jalisco Nueva Génération. 6 gardes du corps furent tués sur place, les frères emmenés vers une destination inconnue. Tout le monde de la drogue s'arrêta. L'empire de Sinaloa était-il vraiment si faible que le CJNG pouvait impunément enlever les héritiers du trône? Mais 7 jours plus tard, à la suite de négociations d'urgence auxquelles participa personnellement Ismaël Zambada, El Mayo, les frères furent libérés vivants. Les détails de l'accord n'ont jamais été révélés, mais les experts estiment que Sinaloa a payé une rançon et cédé au CJNG plusieurs territoires stratégiques. Pour les Chapitos, cette humiliation devint une leçon. Ils comprirent que la faiblesse tue plus vite qu'une balle. À cette époque, la famille Guzmán comptait déjà 4 figures clés. Ivan Archivaldo, né en 1983, était le stratège et le visage public, celui qui communiquait avec les politiciens et les anciens barons. Jesus Alfredo, né en 1986, était responsable de la logistique et des finances. On l'appelait le calculateur du groupe. Ovidio Guzmán López, né en 1990 et connu sous le nom d'El Ratón, la souris, était le plus cruel. C'était lui qui dirigeait l'aile militaire, les sicarios, ceux qui tuaient sur ordre des frères. Et enfin, le plus jeune, Joaquín Guzmán López, né en 1986, resta toujours dans l'ombre, mais c'est lui, comme on le découvrira plus tard, qui jouera un rôle fatal dans le destin du cartel. Le 17 octobre 2019, le monde vit la véritable force des Chapitos. Ce jour-là, les forces fédérales tentèrent d'arrêter Ovidio à son domicile de Culiacán. L'opération commença à 15h30, lorsque 30 soldats firent irruption dans la villa du quartier de Tres Ríos. Ovidio fut arrêté, mais ce qui suivit entra dans l'histoire sous le nom de Culiacanazo, le jour où le cartel vainquit l'État. En l'espace de 4 heures, les Chapitos mobilisèrent plus de 700 combattants armés qui prirent le contrôle des points clés de la ville. Ils bloquèrent les routes avec des camions en feu, attaquèrent des convois militaires, prirent en otage les familles de soldats. À 19h, la ville était paralysée, 13 personnes avaient été tuées et le président Andrés Manuel López Obrador donna personnellement l'ordre de libérer Ovidio pour éviter un bain de sang supplémentaire. Les militaires mexicains se retirèrent, le cartel avait gagné. Ce jour-là, le monde entier comprit. Les Chapitos n'étaient plus des enfants, ils étaient une armée. Mais le triomphe fut de courte durée. Le 5 janvier 2023, à 6h30 du matin, 200 soldats des forces spéciales mexicaines de la Sedena encerclèrent la maison d'Ovidio dans le même quartier de Culiacán. Cette fois, les autorités étaient prêtes.
hélicoptères, véhicules blindés, 800 militaires en renfort. Les combats durèrent 6 heures, 29 personnes furent tuées, dont 10 militaires. Mais cette fois, l'État ne se retira pas. Ovidio fut arrêté et 2 jours plus tard extradé vers les États-Unis où il fut inculpé de 7 chefs d'accusation, y compris la production et la distribution de fentanyl qui avait causé la mort de milliers d'Américains. Son frère Ivan accusa publiquement le gouvernement de trahison, mais en réalité, la fracture ne se forma pas entre le cartel et l'État. La fracture se forma au sein même du cartel de Sinaloa, entre les jeunes et agressifs Chapitos et la vieille garde d'El Mayo qui avait toujours préféré les négociations à la guerre. Alors que les Chapitos construisaient leur empire du fentanyl et apprenaient à vaincre l'État par la force des armes, il y avait toujours un homme dans l'ombre qui n'avait jamais eu besoin de la guerre pour contrôler la moitié du Mexique. Ismael Zambada Garcia, connu sous le nom d'El Mayo, est né le 1er janvier 1948 dans le minuscule village d'El Alamo, à la périphérie de Culiacán. Sa famille était pauvre, le père travaillait comme paysan, la mère élevait 6 enfants. Rien ne laissait présager que ce garçon de province deviendrait le narcotrafiquant le plus insaisissable de l'histoire. Un homme qui passerait 35 ans en liberté, malgré que le gouvernement américain ait mis 15 millions de dollars sur sa tête. Plus que pour Oussama Ben Laden au plus fort de sa traque. Au début des années 70, le jeune Ismael Zambada commença à travailler avec Miguel Ángel Félix Gallardo, le légendaire fondateur du cartel de Guadalajara, qui contrôlait alors tout le narcotrafic du Mexique vers les États-Unis. Zambada s'imposa rapidement non comme un assassin ou un cogneur, mais comme un diplomate et un stratège. Il savait négocier avec les fournisseurs de cocaïne de Colombie, trouver des politiciens corrompus, construire des chaînes logistiques à travers la frontière. Lorsque, en 1989, le gouvernement mexicain arrêta Félix Gallardo et que le cartel de Guadalajara se divisa en plusieurs factions, ce fut Zambada, aux côtés du jeune Joaquín Guzmán, El Chapo, et d'Ignacio Coronel Villarreal, connu sous le nom de Nacho Coronel, qui créèrent le cartel de Sinaloa. Ce n'était pas un simple groupe criminel, c'était une fédération où chaque leader contrôlait son propre territoire. Mais tous travaillaient ensemble, partageant route, pots de vin et profit. Dès le début, El Mayo choisit une stratégie qui contredisait tout ce que le monde savait des narcotrafiquants. Alors que Pablo Escobar en Colombie faisait exploser des avions et tuait des politiciens, attirant l'attention du monde entier, Zambada se rendait invisible. Après l'an 2000, il n'existe aucune photographie fiable d'El Mayo, pas même une seule. Il n'a jamais accordé d'interview, n'est jamais apparu en public, n'a pas construit de palais luxueux comme d'autres barons. Au lieu de cela, il vivait modestement, se déplaçant constamment entre des refuges dans les montagnes de Sinaloa, utilisant un système de sosie et de fausses informations pour confondre ses poursuivants. Son réseau de renseignements était si parfait qu'il était toujours au courant des opérations en préparation 48 heures à l'avance. Des informateurs dans l'armée, la police, les services fédéraux lui transmettaient des données en échange de généreux pots de vin. Les méthodes d'El Mayo différaient radicalement de celles de son partenaire El Chapo. Là où Guzmán utilisait la force, Zambada utilisait la diplomatie. Il préférait payer des millions de dollars en pots de vin aux gouverneurs, aux chefs de police, aux généraux de l'armée plutôt que de les combattre. Au milieu des années 2000, selon les témoignages de son fils Vicente Zambada Niebla, connu sous le nom de Vicentillo, qui devint plus tard témoin à charge aux États-Unis, El Mayo contrôlait pas moins de 40% de tout le trafic de cocaïne en provenance d'Amérique du Sud. Sa fortune personnelle était estimée par la DEA en 2015 à 3 milliards de dollars, bien que Zambada lui-même, dans un rare message écrit transmis par l'intermédiaire de ses avocats, ait affirmé que ces chiffres était fortement exagéré. La structure de son organisation, connue sous le nom de La Maïza, était bâtie sur des liens familiaux et une loyauté absolue. Son fils aîné, Vicente Zambada Niebla, fut longtemps son bras droit, responsable de la logistique et des relations avec les fournisseurs colombiens jusqu'à son arrestation à Mexico le 19 mars 2009. Mais même depuis une prison américaine, Vicente resta un atout précieux pour son père. En échange d'une réduction de peine, il témoigna contre des concurrents et des fonctionnaires corrompus qui avaient rejoint d'autres cartels. Le deuxième fils, Ismael Zambada Siqueiros, que tous connaissaient sous le nom de Mayito Flaco, le maigre Mayito, né en 1979, devint l'héritier de l'empire de son père, gérant les opérations à Culiacán même et dans les territoires adjacents. Mais la véritable force de la Maïza n'était pas ses proches, mais plutôt les professionnels qu'El Mayo avait rassemblés pendant des décennies. Dani Manuel Garcia Cervantes, connu sous le nom de code El Noventa, était le principal commandant opérationnel, celui qui coordonnait le mouvement de la drogue à travers la frontière et organisait les pots de vin aux douaniers. Et Nestor Isidro Pérez Salas, que tous appelaient El Nini, né le 31 juillet 1992, dirigeait l'aile militaire, un groupe de 200 à 300 sicarios armés qui défendèrent les territoires de la Maïza et éliminaient les menaces. Le 22 novembre 2023, El Nini fut arrêté à la suite d'une opération conjointe des services spéciaux mexicains et américains
à la périphérie de Culiacán, ce qui porta un coup dur à l'équilibre des forces au sein du cartel. Vers la fin des années 2010, bien que le cartel de Sinaloa restât formellement uni, il existait en son sein deux factions autonomes. Les Chapitos contrôlaient la production de fentanyl, les routes du Nord via Tijuana et San Luis Rio Colorado, ainsi que les territoires de Badiraguato et du nord de Culiacán. La Maïza détenait le trafic traditionnel de cocaïne et d'héroïne, les quartiers sud et centraux de Culiacán, le port de Mazatlan et les liens avec les cartels colombiens. Cette division fonctionna tant qu'El Chapo fut libre. Son autorité et son amitié personnelle avec El Mayo cimentaient l'alliance. Mais le 8 janvier 2016, lorsque Joaquín Guzmán fut arrêté pour la dernière fois dans la ville de Los Mochis et ensuite extradé vers les États-Unis où il reçut une peine de prison à vie, l'équilibre commença à s'effondrer. De 2019 à 2023, la tension entre les deux factions grandit chaque mois. Les Chapitos, jeunes et ambitieux, voulaient plus de contrôle, plus de territoire, plus de profit du fentanyl. El Mayo, qui en 2024 avait atteint l'âge de 76 ans et qui, selon les renseignements mexicains, souffrait de diabète et de problèmes rénaux, s'en tenait encore à la vieille école. Un minimum de violence, un maximum de corruption. Les jeunes Guzmán percevaient cela comme une faiblesse. Ils publiaient des vidéos de leurs sicarios sur les réseaux sociaux, organisaient des exécutions démonstratives, utilisaient des technologies, drones, messagerie cryptée, systèmes de surveillance. El Mayo considérait tout cela comme une folie qui attirait l'attention inutile des autorités. Mars 2022 marqua la première fracture ouverte. À Culiacán, un proche collaborateur d'El Mayo, un commandant âgé de 55 ans nommé Raúl, qui contrôlait l'un des quartiers clés de la ville, fut assassiné. Officiellement, cela fut attribué à un conflit avec un gang local, mais des initiés du cartel affirmèrent que derrière le meurtre se trouvaient des hommes des Chapitos, qui voulaient s'emparer du territoire lucratif. Puis, le 12 juillet 2023, dans la banlieue de Culiacán, appelée Jesús María, une fusillade brève mais sanglante éclata entre des combattants des deux factions. 8 personnes furent tuées, 12 autres blessées. Les deux parties nièrent publiquement le conflit, mais tous à Sinaloa comprenaient. L'Empire vacillait. Et puis arriva ce qui rendit la guerre inévitable. Le 22 novembre 2023, l'arrestation d'El Nini, chef de la sécurité et de l'aile militaire, priva la Maïza de l'un de ses commandants les plus efficaces. Les Chapitos perçurent cela comme un signal. Leur adversaire était affaibli. En janvier 2024 commencèrent les enlèvements massifs. 23 personnes, liées aux deux factions, disparurent en 3 semaines. Leurs corps ne furent jamais retrouvés. Ce n'était plus de la concurrence, c'était la préparation à la guerre. Et le 25 juillet 2024, par une chaude journée d'été à la frontière entre le Mexique et les États-Unis, se produisit un événement qui déchira définitivement l'alliance de 35 ans. Ce que le monde verra en septembre 2024, les rues de Culiacán transformées en zone de guerre, des centaines de cadavres, des voitures en flammes et des drones kamikazes, n'est pas apparu du jour au lendemain. La guerre a été préparée pendant 4 ans, lentement, presque imperceptiblement pour un observateur extérieur, mais de manière absolument évidente pour ceux qui vivaient au sein du cartel de Sinaloa. Chaque mois, chaque semaine ajoutait une nouvelle couche de tension, une nouvelle offense, une nouvelle raison de vengeance. Et la principale raison de la scission fut ce qui détruit toujours les empires. L'argent. En 2020, l'industrie du fentanyl des Chapitos leur rapportait, selon les estimations de la DEA, environ 13 milliards de dollars de revenus annuels. C'était une révolution dans le narco-business. 1 kilogramme de fentanyl coûtait entre 3 000 et 5 000 dollars à produire, tandis que dans les rues des États-Unis, il se vendait entre 1 500 000 et 2 millions de dollars s'il était correctement dilué et emballé. Le profit était de 400 à 600%, ce qui dépassait de loin la marge de la cocaïne ou de l'héroïne. Les Chapitos contrôlaient toute la chaîne, précurseurs de Chine via le port de Mazatlan, laboratoire clandestin dans les montagnes de Badiraguato et Tamazula, réseau de distribution à travers la frontière en Californie, en Arizona, au Texas. C'était leur empire, leur mine d'or. Mais le problème résidait dans le fait que beaucoup de ces laboratoires se trouvaient sur des territoires que contrôlait formellement El Mayo. Les régions montagneuses de Sinaloa appartenaient historiquement à la vieille garde. C'est là qu'ils cultivaient le pavot pour l'héroïne. C'est de là que partaient les routes de contrebande depuis les années 70. Et lorsque les Chapitos commencèrent à y construire leur complexe de fentanyl, souvent sans demander la permission aux commandants locaux de la Maïza, les conflits devinrent inévitables. En 2021, dans la commune de Mocorito, eut lieu le premier affrontement sérieux. Des hommes des Chapitos tentèrent de s'emparer d'un laboratoire qui, selon eux, opérait sur leur route. À la suite d'une brève fusillade, 4 personnes furent tuées. En 2023, le bilan des morts dans les disputes pour le contrôle de la production de fentanyl dans cette région atteignit 14 personnes. Les litiges territoriaux
ne se limitait pas aux montagnes. La ville de Culiacán elle-même, la deuxième plus grande du Mexique après la capitale, avec une population de plus d'1 million d'habitants, était de fait divisée en zones d'influence. Les Chapitos contrôlèrent les quartiers nord, Guadalupe, Las Quintas, où vivait la partie la plus aisée de la population. La Maïza détenait le sud et le centre, Centro, Trujillo, Barrancos, les zones industrielles et commerciales. Mais ces frontières étaient conventionnelles, constamment contestées. Chaque parti voulait contrôler plus de points de vente, plus de bars et de boîtes de nuit où l'on pouvait blanchir de l'argent, plus d'activités d'extorsion, demande de payer pour la protection. Plus aigu encore était le problème des points de passage frontaliers. Tijuana, Nogales, San Luis, Rio Colorado, chacune de ces villes à la frontière américaine était une porte par laquelle passaient des tonnes de drogue chaque mois. Les Chapitos voulaient le contrôle total de ces points pour leur fentanyl. El Mayo, qui avait établi des relations pendant des décennies avec les autorités locales et d'autres cartels dans ces territoires, refusait de céder. Ce n'était pas seulement une question d'argent, c'était une question de pouvoir, de respect, d'héritage. Mais la contradiction la plus profonde était la philosophie des affaires. El Mayo, toute sa vie, s'est tenu au principe payer, ne pas combattre. Il dépensait des millions en pots de vin, construisait des relations avec des gouverneurs, des généraux, des juges, évitant la violence ouverte qui attire l'attention des autorités fédérales et des services de renseignement américains. Les Chapitos, en revanche, appartenaient à une nouvelle génération de narcos. Ils avaient grandi à l'ère des réseaux sociaux, des caméras GoPro et de TikTok. Leurs sicarios publiaient des vidéos d'armes, de menaces, de démonstrations de force. Ils organisaient des exécutions démonstratives, les filmaient et les diffusaient sur les messageries comme avertissement. Pour la vieille garde, c'était de la folie. Chaque vidéo de ce genre fournissait aux procureurs américains de nouvelles preuves, de nouvelles accusations, de nouvelles raisons d'extradition. En 2023, le conflit est passé d'une phase cachée à une guerre latente. Outre l'assassinat du collaborateur d'El Mayo en mars 2022 et la fusillade de Jesus Maria en juillet 2023, des rumeurs de dizaines de disparitions se sont répandues à Sinaloa. Des gens disparaissaient simplement, pris dans la rue, emmenés vers une destination inconnue, les corps jamais retrouvés. C'était une tactique d'intimidation utilisée par les deux parties. Si l'un de vos hommes passait à l'ennemi, ses proches disparaissaient. Si vous contrôliez une affaire lucrative dans un territoire contesté, on vous donnait le choix, payer les deux parties ou mourir. L'arrestation d'El Nini le 22 novembre 2023 fut le point de rupture. Néstor Isidro Pérez Salas n'était pas un simple commandant. C'était une légende, quelqu'un que même au sein du cartel on craignait. Ces hommes se distinguaient par une cruauté particulière, et c'était eux qui tenaient les positions clés de la Maïza à Culiacán. Lorsqu'il fut emmené menotté, beaucoup chez les Chapitos virent à la faiblesse de l'adversaire. Et certains au sein de la Maïza commencèrent à soupçonner que l'information sur la localisation d'El Nini avait été transmise aux autorités par quelqu'un des Chapitos. Il n'y avait pas de preuves, mais dans le monde des cartels, les soupçons sont suffisants pour commencer à se venger. Janvier 2024 fut le mois des disparitions. 23 personnes disparurent, sans laisser de traces en 3 semaines. Commandants de niveau intermédiaire, logisticiens, même des proches de membres de haut rang des deux factions. Parmi eux, seuls 8 corps furent retrouvés plus tard, tous portant des signes de torture. Ce n'étaient plus des affaires, c'était une vendetta sanglante qui se préparait à exploser. Il ne restait qu'un prétexte, une étincelle qui mettrait le feu aux poudres. Et cette étincelle apparut par une chaude journée d'été, le 25 juillet 2024, lorsqu'El Mayo, âgé de 76 ans, reçut une invitation à une rencontre qui allait tout changer. Le matin du 25 juillet 2024, dans l'état de Sinaloa, commença comme d'habitude, chaude, humide, avec une température qui, dès 9 heures du matin, avait déjà atteint 32 degrés. Ismael Zambada Garcia se réveilla dans l'un de ses refuges en montagne, comme il l'avait fait pendant les 35 dernières années, changeant constamment de position pour rester invisible aux autorités. Mais ce jour-là, il reçut un message qui, lui semblait-il, pourrait mettre fin à des mois de tension avec les Chapitos. Joaquín Guzmán López, le plus jeune des frères, fils d'El Chapo, qui s'était toujours tenu dans l'ombre de ses frères plus médiatisés, Iván et Alfredo, proposa une rencontre pour résoudre le conflit. Lieu de la rencontre, un ranch près de la petite ville de Santa Teresa, dans l'état du Nouveau-Mexique, aux États-Unis, à quelques kilomètres de la frontière. Territoire neutre, affirmait Joaquín, où l'on pouvait discuter sereinement du partage des territoires, de la fin des enlèvements et du retour aux anciennes règles de coexistence. El Mayo, malgré son âge et son expérience, accepta. Peut-être que ses 76 ans et ses problèmes de santé l'avaient rendu moins prudent. Peut-être croyait-il vraiment que le fils de son vieil ami et partenaire n'était pas capable de trahison. Vers 10h30 du matin, le 25 juillet, un petit convoi de 3 tout-terrain quitta les montagnes de Sinaloa en direction de la frontière. Dans l'une des voitures se trouvait Zambada lui-même, accompagné de 4 gardes.
une protection minimale pour un homme de son niveau, mais il ne s'attendait pas à un danger lors d'une rencontre avec un allié. À 14h30, heure locale du Nouveau-Mexique, le convoi arriva au ranch indiqué. C'était une petite propriété avec une maison de plain-pied, entourée d'un terrain désertique, l'endroit idéal pour une rencontre confidentielle. Joaquín Guzmán López y attendait déjà avec plusieurs personnes. Les premières minutes se passèrent tranquillement. Poignées de main, échange de politesse. Mais à 14h45, lorsque El Mayo et ses gardes entrèrent dans le bâtiment, les portes furent soudainement bloquées. Des hommes armés surgirent des pièces voisines, pas moins de 10 personnes, avec des fusils automatiques, M4 et AR-15. 2 gardes de Zambada, qui tentaient de dégainer leurs armes, furent tués sur le coup par des rafales à bout portant. 2 autres tentèrent de s'échapper par la porte arrière, mais leurs corps furent retrouvés plus tard dans le désert à quelques kilomètres du ranch. Ils avaient été abattus alors qu'ils tentèrent de fuir. Ismaël Zambada fut immobilisé, menotté et traîné de force vers un petit avion Beechcraft King Air qui était déjà sur la piste d'atterrissage improvisée près du ranch. Selon les témoignages de ses avocats, qui seront ensuite présentés au tribunal, l'homme de 76 ans fut battu, menacé de mort s'il n'obéissait pas. Mais le plus choquant fut que Joaquín Guzmán López monta lui-même dans cet avion avec Zambada. À 15h10, l'avion décolla et prit la route vers l'est. À 17h20, heure du Texas, le Beechcraft atterrit à l'aéroport international d'El Paso. Sur la piste d'atterrissage attendaient déjà des agents du FBI, de la DEA et de la sécurité intérieure. Plus de 30 personnes en gilet pare-balles, les armes prêtes. Lorsque la porte de l'avion s'ouvrit, le premier à sortir fut Joaquín Guzmán López, les mains levées. Derrière lui, Ismaël Zambada fut sorti, toujours menotté, désorienté et selon les témoignages des présents, avec des marques de coups sur le visage. Les deux furent immédiatement arrêtés. El Mayo fut inculpé de 17 chefs d'accusation, dont la direction d'une organisation criminelle, le narcotrafic, le blanchiment d'argent et des meurtres. La peine minimale, prison à vie sans droit à la libération conditionnelle. Joaquín Guzmán fut formellement arrêté, mais comme le supposent les experts, il avait déjà conclu un accord avec le procureur américain. Il avait livré El Mayo en échange d'une réduction de sa propre peine. En fin de soirée du 25 juillet, la nouvelle fit le tour de tout Sinaloa. El Mayo, l'homme qui était resté insaisissable pendant 35 ans, avait été arrêté. Et pas simplement arrêté, trahi, attiré dans un piège par le fils de son vieil ami. La réaction de la Maïza fut immédiate. Les commandants de la faction se réunirent pour une réunion d'urgence et formulèrent l'accusation. Les Chapitos avaient orchestré la trahison, utilisant Joaquín comme appât. Ce n'était pas une opération des services spéciaux, c'était un meurtre interne, l'élimination d'un concurrent par la main d'autrui. Le 26 juillet, à Culiacán, les premiers coups de feu retentirent. Dans le quartier de Tres Ríos, une colonne de la Maïza attaqua une position des Chapitos, tuant 4 personnes. Les Chapitos répondirent par une déclaration publique, niant leur implication dans l'arrestation d'El Mayo et accusant Joaquín d'actions indépendantes. Ils disaient qu'il avait toujours été le mouton noir de la famille, agissant sans le consentement de ses frères. Mais personne n'y crut. Pour la Maïza, cela n'avait pas d'importance. Joaquín était un Guzmán, les Chapitos étaient des Guzmán, et le sang appelait le sang. Le 27 juillet, des représentants des deux factions se rencontrèrent pour tenter de prévenir une guerre à grande échelle, mais les négociations échouèrent après 2 heures. La Maïza exigeait une admission publique de culpabilité et une indemnisation de 50 millions de dollars. Les Chapitos refusèrent. En fin de soirée du même jour, les deux parties mobilisèrent leurs combattants. En ville commencèrent à apparaître des barrages, des hommes armés dans des pick-up patrouillaient les rues. Les habitants de Culiacán, habitués à la présence du cartel mais n'ayant jamais vu une guerre ouverte, fermèrent les magasins et s'enfermèrent chez eux. 12 jours plus tard, le 9 septembre 2024, Sinaloa se réveillerait au son des rafales d'armes automatiques. La ville a tenu 44 jours sur le fil du rasoir, du moment de l'arrestation d'El Mayo, le 25 juillet jusqu'au petit matin du 9 septembre 2024. Ce mois et demi ressemblait au calme avant l'ouragan, quand chacun savait que la guerre était inévitable. Mais personne n'osait tirer le premier coup. Les deux parties rassemblaient leurs forces, sortaient des armes de leur cache, mobilisaient leurs réserves. Les habitants de Culiacán voyaient des colonnes de pick-up avec des hommes armés passer de plus en plus souvent dans les rues, des barrages improvisés apparaître, les magasins commençaient à fermer plus tôt que d'habitude. Et à 6h30 du matin de ce dimanche, le premier sang fut enfin versé. Une colonne de 15 pick-up Toyota Hilux et Ford F-250, sur lesquels flottaient des drapeaux de la Maïza, attaqua une position des Chapitos dans le quartier de Tres Ríos, au sud de la ville. Ce ne fut pas une fusillade aléatoire, mais une opération militaire planifiée. Les combattants de la Maïza utilisèrent pas des mitrailleuses de gros calibre 50 BMG installées sur les bennes des pick-up, des armes capables de percer le blindage des voitures ordinaires et les murs des bâtiments.
L'attaque dura 20 minutes et lorsque la fumée se dissipa, 23 corps gisaient sur la route. 19 appartenaient à des sicarios des Chapitos, 4 étaient des passants accidentels trouvés au mauvais endroit au mauvais moment. Parmi les tués se trouvait l'enseignante Maria Herrera, âgée de 34 ans, qui faisait simplement son jogging matinal. Sa mort deviendra le symbole de la façon dont la guerre des cartels détruit les innocents. La ville se réveilla au son des rafales d'armes automatiques. À 9 h du matin, les écoles fermèrent d'urgence, les parents ramenèrent les enfants à la maison, les magasins baissèrent leurs rideaux métalliques. Le gouverneur de l'État, Rubén Rocha Moya, déclara l'état d'urgence et exhorta les habitants à rester chez eux. Mais ces paroles signifiaient désormais peu. Le contrôle de la ville était passé au cartel. Les 72 heures suivantes, du 10 au 12 septembre, devinrent une escalade sanglante. 47 personnes furent tuées lors de fusillades, d'embuscades et d'exécutions ciblées. Les Chapitos répondirent à l'attaque de la Maïza par une série de coups coordonnés sur leur position dans le sud de la ville. Les deux parties établirent des barrages sur toutes les routes clés, contrôlant chaque voiture, recherchant des ennemis ou des informateurs. Le 11 septembre, le monde vit pour la première fois la nouvelle arme de cette guerre, les drones. Vers midi, une explosion retentit au-dessus de la maison de l'un des commandants des Chapitos dans le quartier de Las Quintas. Un engin explosif artisanal d'environ 2 kg fut largué par un drone commercial DJI Matrice modifié par la Maïza. La maison s'effondra partiellement, 3 personnes furent blessées. Ce fut le premier cas documenté d'utilisation de drones kamikazes dans la guerre des cartels mexicains, une tactique empruntée au conflit au Moyen-Orient et en Ukraine. Le 13 septembre est entré dans l'histoire de Culiacán comme le Vendredi noir. À 19 h, la Maïza lança une attaque simultanée sur 7 positions des chapiteaux dans toute la ville. C'était une opération qui avait nécessité des mois de planification et de coordination. Des colonnes de pick-up se déplaçaient en synchronisation, coupant les voies de fuite, bloquant les routes avec des voitures en feu. Non seulement des fusils automatiques furent utilisés, mais aussi des lance-grenades RPG-7, des engins explosifs artisanaux, des mitrailleuses de gros calibre M60. En 4 heures de combat, 35 personnes furent tuées, dont 12 civils, y compris 2 enfants qui se trouvaient dans la voiture de leur père, prises sous le feu croisé. Les vidéos, filmées par les habitants sur leur téléphone portable et publiées sur les réseaux sociaux, montraient des scènes apocalyptiques. Voitures en flammes, cadavres sur le pavé, rafales d'armes automatiques dans les quartiers résidentiels. En date du 14 septembre, il devint évident que l'État mexicain avait perdu le contrôle de la deuxième plus grande ville du pays. Le gouvernement fédéral envoya 600 soldats supplémentaires dans la région, portant le nombre total de militaires à Culiacán à 2500 personnes. Mais les soldats évitèrent toute intervention directe dans les fusillades entre les cartels. « Ce n'est pas notre guerre », déclara l'un des commandants dans une interview anonyme au journal mexicain Proceso. La ville se divisa de fait en 2 zones. La partie nord, Guadalupe, Las Quintas, était contrôlée par les Chapitos. La partie sud et centrale, Centro, Tres Rios, Barrancos, se trouvait sous le pouvoir de la Maïza. La ligne de démarcation devint l'avenue Diego Valle de Ríos, que les habitants locaux surnommèrent la ligne de front. Le 21 septembre se produisit une tragédie qui provoqua un scandale international. Des combattants de la Maïza poursuivaient un membre des Chapitos et la poursuite se termina sur le territoire de l'université autonome de Sinaloa où des cours avaient lieu à ce moment-là. La fusillade éclata en plein dans la cour de l'université, sous les yeux de centaines d'étudiants. 3 étudiants furent tués, 12 blessés. La vidéo de l'incident devint virale, recueillant des millions de vues en quelques heures, et le gouvernement de Claudia Sheinbaum se retrouva sous une énorme pression de la communauté internationale. La dernière décade de septembre apporta une nouvelle tactique, la guerre psychologique. Les 2 parties commencèrent des enlèvements massifs des familles des adversaires, les utilisant comme monnaie d'échange pour les négociations. 67 personnes furent enlevées en 9 jours, y compris des femmes, des enfants, des personnes âgées. Tortures et exécutions étaient filmées et diffusées sur les canaux Telegram cryptés comme avertissement. Le 27 septembre, un drone de la Maïza largua un engin explosif sur un convoi des Chapitos, tuant 5 combattants sur le coup. À la fin du mois, les statistiques étaient terrifiantes. 312 personnes furent tuées à Culiacán en septembre. La ville, avec un niveau habituel de 20 à 30 homicides par mois, connut une augmentation de la violence de 400%. Dans tout l'état de Sinaloa, le chiffre dépassa les 450 homicides. 89 personnes étaient reportées disparues, dont seulement 34 furent retrouvées et 31 d'entre elles se révélèrent mortes. Les pertes économiques s'élevèrent à 200 millions de dollars, le tourisme s'effondra, les entreprises fermèrent, les gens perdirent leur emploi.
Ce n'était plus un règlement de compte entre gangs. C'était une guerre urbaine avec l'utilisation d'armements militaires, de tactiques militaires et de technologies du XXIe siècle. Et le plus terrible, ce n'était que le début. Alors que Culiacán suffoquait dans le sang des combats de septembre, à plusieurs centaines de kilomètres au sud, dans l'état de Nayarit, des rencontres avaient lieu qui transformeraient la guerre locale en un conflit régional, capable de redessiner la carte du narcotrafic mexicain pour les décennies à venir. Le 8 octobre 2024, dans la salle de conférence d'un petit hôtel à la périphérie de la ville de Tepic, des représentants de deux cartels en guerre s'assirent à la même table. Du côté de la Maïza, les négociations étaient menées par le commandant au nom de code El Noventa, Dani Manuel Garcia Cervantes, bras droit de Mayito Flaco, arrêté. En face de lui était assis Ricardo Ruiz Velasco, connu sous le nom d'LR2, commandant de la place de Nayarit du cartel Jalisco Nueva Generación, le cartel le plus sanguinaire et agressif du Mexique moderne. Le fait que ces deux-là se retrouvent à la même table était impensable il y a encore un an. Le CJNG et Sinaloa étaient ennemis depuis 2010 lorsque Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, fondateur du CJNG, déclara la guerre à tous les concurrents. Mais maintenant, ils avaient un ennemi commun, les Chapitos. Les conditions de l'accord étaient simples et impitoyables. Le CJNG envoie à Sinaloa pas moins de 200 combattants, des sicarios professionnels armés d'armes militaires, entraînés à la tactique des combats urbains. La Maïza, en échange, ouvre les couloirs du narcotrafic du CJNG à travers l'état de Sonora, où Sinaloa contrôlait traditionnellement toutes les routes vers la frontière avec l'Arizona. Objectif commun, la destruction complète des Chapitos en tant que force organisée. Après la victoire, les territoires seront divisés. La Maïza conserve Culiacán et le centre de Sinaloa. Le CJNG obtient les districts du nord et une partie des routes. L'accord fut scellé non par une poignée de main, mais par le sang. Les deux parties exécutèrent publiquement des membres prisonniers des Chapitos et publièrent les vidéos sur les réseaux sociaux comme preuve de la gravité de leurs intentions. Le 12 octobre, la première colonne du CJNG traversa la frontière de l'état de Sinaloa. 80 pick-up ornés de drapeaux avec le logo du cartel, 4 lettres CJNG sur fond noir, se déplaçaient à travers les montagnes de Durango, évitant les barrages fédéraux. Sur les capots de nombreuses voitures, on pouvait lire « Limpiando Plaza para El Mayo », nettoyant la place pour El Mayo. La vidéo du convoi fut filmée par des résidents locaux et se répandit instantanément sur TikTok et Twitter, recueillant des millions de vues. Le monde vit ce qui semblait auparavant impossible. Deux ennemis mortels s'étaient unis contre une menace commune. Du 15 au 18 octobre, l'alliance La Maïza et CJNG mena une série d'attaques coordonnées sur les positions des Chapitos à 3 points clés. À Culiacán même, 23 combattants des Chapitos furent tués lors d'une opération nocturne lorsque les forces unies prirent d'assaut leur bastion dans la zone industrielle. À Badiraguato, ville natale d'El Chapo, et territoire sacré pour la famille Guzmán, où se trouvaient leurs laboratoires et camps d'entraînement, 15 personnes périrent. Mais le massacre le plus sanglant eut lieu dans la commune de Mocorito, où 31 membres des Chapitos furent tués en 2 jours de combat. Leurs corps furent retrouvés démembrés, avec des messages écrits sur des cartons laissés à côté des cadavres. Esto le passa a los traidors. Voilà ce qui arrive aux traîtres. C'était la tactique distinctive du CJNG. Cruauté démonstrative comme instrument de guerre psychologique. Mais l'alliance avec le diable ne fut pas la seule surprise d'octobre. Le 22 octobre, les médias mexicains rapportèrent l'apparition d'un nouveau groupe appelé Beltrán Leiva Nueva Generación, la renaissance d'un cartel que l'on considérait comme détruit il y a plus de 10 ans. Arturo Beltrán Leiva, légendaire fondateur du cartel et autrefois allié d'El Chapo, fut tué en décembre 2009 par les militaires mexicains et son empire se divisa en dizaines de petites bandes. Mais maintenant, son neveu, Héctor Alfredo Beltrán Leiva, âgé de 38 ans, avec le nom de code LH2, annonça la renaissance de l'organisation et se rangea publiquement du côté de la Maïza. Dans un message vidéo diffusé via des canaux cryptés, LH2 déclara « Nous vengeons la trahison d'El Chapo et de ses fils rats. Notre oncle a été trahi par Guzmán en 2008 et maintenant, le temps de la vengeance est venu. » Le 27 octobre, les Beltrán Leiva démontrèrent que ce n'était pas des paroles en l'air. Dans la commune de Navolato, un convoi des Chapitos tomba dans une embuscade organisée par les combattants d'LH2. 18 personnes furent tuées, y compris un commandant de haut rang surnommé El Panu, qui était responsable de la logistique du fentanyl dans les districts du Nord. Les assaillants saisirent 2 300 000 $ en espèces, un arsenal d'armes et 400 kg de cocaïne pure. Ce n'était pas seulement une vengeance, c'était un coup porté à l'infrastructure financière des Chapitos. À la mi-novembre, la situation devint critique pour les frères Guzmán. Ils combattaient simultanément sur 3 fronts, contre la Maïza dans le centre de Culiacán, contre le CJNG au nord et à l'ouest, contre les Beltrán Leiva dans les zones côtières. Le 18 novembre, la présidente Claudia Sheinbaum annonça l'opération Sinaloa Segura.
5000 militaires supplémentaires, 1200 combattants de la garde nationale et 300 policiers fédéraux furent envoyés dans l'État. Objectif officiel, séparer les belligérants et protéger la population civile. Objectif réel, sauver l'économie de la région qui s'effondrait à la vitesse d'une avalanche. Mais l'intervention de l'État n'aggrava que le chaos. Le 20 novembre, une colonne de l'Amaïsa tendit une embuscade à un convoi militaire, tuant 7 soldats. C'était une vengeance pour les arrestations et les raids que les autorités menaient sur leur territoire. Le 23 novembre, les Chapitos tirèrent sur un hélicoptère militaire avec une mitrailleuse de gros calibre, l'endommageant mais sans le faire tomber. Le 25 novembre, une explosion à un barrage militaire organisé par un drone kamikaze tua 4 soldats et en blessa 11. Les cartels firent comprendre à l'État « Vous ne pouvez pas arrêter cette guerre, vous ne pouvez qu'en devenir les victimes ». En octobre et novembre, les statistiques de la violence continuèrent de grimper. 587 personnes furent tuées à Sinaloa durant ces 2 mois. 127 enlevés, 23 militaires tués ou blessés. Le CJNG se renforça dans la région, positionnant de 250 à 300 combattants en permanence. Les Beltran Leiva menèrent 5 grandes opérations contre les Chapitos. La guerre pour Sinaloa cessa d'être un conflit local. Elle se transforma en une guerre par procuration du monde criminel mexicain où chaque vieux compte, chaque ancienne offense remontait à la surface. Décembre 2024 apporta à la guerre des cartels ce qui, il y a encore quelques années, ressemblait à un scénario de film d'action hollywoodien. Le 4 décembre, vers 14h30, un résident du quartier de Las Quintas, à Culiacán, filma avec son téléphone portable une vidéo qui, en une journée, a recueilli plus de 5 millions de vues sur les réseaux sociaux. Sur l'enregistrement, on voit un petit quadricoptère DJI Matrice 300, un drone commercial d'une valeur d'environ 15 000 $, habituellement utilisé pour des prises de vue aériennes et l'inspection d'infrastructures, suspendu au-dessus de la route. Le drone s'est arrêté à une hauteur d'environ 30 mètres au-dessus d'un pick-up noir Ford F-250 appartenant à un commandant des Chapitos. Quelques secondes plus tard, un petit objet s'est détaché du drone. Un engin explosif artisanal d'environ 3 kg rempli de TNT et de fragments métalliques. L'explosion a déchiré le pick-up en 2. 3 hommes à l'intérieur ont été tués sur le coup. 1 heure plus tard, la vidéo du même drone, filmée par sa caméra, a été publiée par l'Amaïsa sur un canal Telegram avec la légende « Aziken los traidors de del cielo ». C'est ainsi que les traîtres tombent du ciel. Ce n'était pas le premier cas d'utilisation de drones dans la guerre. Nous nous souvenons de l'explosion du 11 septembre au-dessus de la maison d'un commandant des Chapitos. Mais décembre est devenu le mois où les drones sont passés d'armes expérimentales à instruments de guerre standard, changeant à jamais la tactique des combats. Les 2 parties ont rapidement adapté les technologies que le monde avait vues dans les conflits au Moyen-Orient et en Ukraine. Les fabricants chinois de drones, en particulier la société DJI, ne se doutaient même pas que leurs produits, destinés à des fins pacifiques, deviendraient des armes de destruction massive entre les mains des cartels mexicains. En décembre, les cartels utilisaient 3 types de drones. Le premier, des quadricoptères de reconnaissance, principalement des DJI Mavic 3, des appareils légers coûtant environ 2000 $ avec une portée de vol allant jusqu'à 20 km et des caméras à vision nocturne. Ces drones survolaient les territoires ennemis 24 heures sur 24, traquant les mouvements des convois, la position des barrages, les itinéraires des patrouilles. Les informations étaient transmises en temps réel au commandant, qui planifiait les attaques sur la base de ces données. Le deuxième type, des drones kamikazes, des matrices 300 et matrices 600 modifiées, capables de transporter de 2 à 6 kg d'explosifs. Ces appareils coûtaient plus cher, entre 10 000 et 15 000 $, mais leur efficacité justifiait les investissements. Un drone pouvait détruire une voiture blindée ou tuer un groupe de 5 à 7 personnes. Le troisième type, des agrodrones, des drones commerciaux pour l'épandage agricole que les cartels modifiaient pour larguer des grenades et des bombes artisanales. Leur capacité de charge atteignait 15 à 20 kg, ce qui permettait de larguer plusieurs munitions en un seul vol. Le 10 décembre eut lieu une attaque qui démontra le potentiel létal de cette technologie. Vers 22 h, un agrodrone de la Maïsa s'arrêta au-dessus de la maison d'un commandant des Chapitos dans le quartier de Guadalupe. En 6 minutes, il largua 4 grenades M67 de fabrication américaine sur le toit du bâtiment. La première grenade traversa les tuiles et explosa à l'intérieur de la maison. Les 3 autres tombèrent dans la cour où se trouvaient les gardes. La maison fut partiellement détruite, 2 tués, 5 blessés, y compris le commandant lui-même qui perdit son bras gauche à cause des éclats. La vidéo du drone qui montrait la précision des largages devint par la suite un matériel didactique pour les 2 parties du conflit. Mais la course technologique n'était pas seulement offensive. Les Chapitos, qui avaient
toujours été plus avancés technologiquement en raison de la jeunesse de leurs dirigeants et de leurs ressources financières plus importantes, commencèrent à acheter des systèmes de guerre électronique à la Russie et à la Chine. Ces dispositifs, connus sous le nom de brouilleurs de drones, coûtaient environ 50 000 $ l'unité et pouvaient débloquer les signaux de contrôle des drones dans un rayon allant jusqu'à 1 km, les forçant à tomber ou à retourner à la base. Le 12 décembre, un tel système intercepta avec succès un drone de la Maïsa qui se dirigeait vers un bastion des Chapitos dans le centre-ville. Le drone tomba dans un terrain vague où furent découverts 3 kg d'explosifs plastiques C4. La Maïsa riposta avec une méthode éprouvée. Les tireurs d'élite, des combattants armés de fusils, Barrett M82 de calibre 50 BMG, patrouillaient les toits des bâtiments, repérant les drones ennemis. Le 18 décembre, l'un de ces tireurs d'élite abattit un drone de reconnaissance des Chapitos au-dessus du quartier de Tres Rios. L'appareil tomba et se brisa, mais sa carte mémoire resta intacte, fournissant à la Maïsa de précieuses informations sur les positions ennemies. Des filets de protection furent également installés au-dessus des objets clés, maisons des commandants, dépôts d'armes, bases d'entraînement. Mais les drones n'étaient là pas la seule nouveauté technologique de décembre. L'armement des deux parties atteignit un niveau comparable aux armées de petits États. Les Chapitos utilisaient des fusils de précision Barrett M82, capables de percer un gilet pare-balles à une distance allant jusqu'à 2 km, des mitrailleuses belges FN Herstal Minimi avec une cadence de tir de 700 à 1000 coups par minute et des lance-grenades soviétiques RPG-7, achetées sur le marché noir par l'intermédiaire d'Amérique centrale. Leur pick-up était modifié avec des plaques blindées, capables de résister à des tirs de fusils automatiques de calibre 7,62 mm. La Maïsa préférait une arme plus traditionnelle mais fiable. Des mitrailleuses M60 de fabrication américaine utilisées encore pendant la guerre du Vietnam, des fusils Kalachnikov AK-47 et AKM avec des fournitures des pays d'Amérique centrale, des grenades américaines M67 qui parvenaient au cartel via la corruption dans les rangs de l'armée mexicaine. Leurs véhicules blindés étaient les plus improvisés. Les pick-up étaient recouverts de plaques métalliques épaisses de 10 à 15 mm, ce qui les rendait plus lourds et plus lents, mais les protégeait de la plupart des projectiles. La communication passa également à un nouveau niveau. Les deux parties utilisaient des radios militaires Motorola APX avec cryptage, changeant les fréquences toutes les 48 heures pour éviter d'être écoutés par les autorités. Pour la coordination des attaques, des messageries cryptées, Signal et Telegram étaient utilisées, où les commandants créèrent des groupes secrets avec authentification à 2 facteurs. Même les caméras de vidéosurveillance urbaine furent piratées par des hackers travaillant pour les cartels, leur fournissant un accès à l'observation en temps réel. Le 6 décembre eut lieu la bataille de Badiraguato, qui devint le plus grand affrontement depuis le début de la guerre. Les forces unies de la Maïsa et du CJNG, plus de 400 combattants dans 80 pick-up, prirent d'assaut Badiraguato, territoire sacré pour les Chapitos, où se trouvait leur laboratoire de fentanyl et leur base d'entraînement. Les combats durèrent 6 heures. Pour la première fois, les deux parties utilisèrent massivement des drones simultanément. Pas moins de 10 appareils participèrent à l'opération, larguant des explosifs sur les positions ennemies. Les Chapitos repoussèrent l'attaque, mais au prix de pertes énormes. 67 personnes furent tuées, 48 assaillants, 19 défenseurs. Le 14 décembre, les Chapitos répondirent avec le massacre de Navolato. Leur convoi intercepta une colonne de la Maïsa sur la route et la détruisit complètement en 20 minutes de combat. 41 personnes furent tuées, les corps démembrés et laissés sur la route avec un message « Azimuer lo que se alliant con Jalisco ». C'est ainsi que meurent ceux qui s'allient avec Jalisco. Le 22 décembre, l'Église catholique tenta d'organiser une trêve de Noël. L'évêque de Culiacán rencontra personnellement les représentants des deux parties, implorant d'arrêter le feu au moins pour les fêtes. Le 23 décembre, la Maïsa accepta, mais le 24 décembre, à 3 heures du matin, les Chapitos attaquèrent un territoire neutre, tuant 18 personnes. Noël se passa au son des tirs. En décembre, 421 personnes furent tuées à Sinaloa, 78 attaques documentées avec l'utilisation de drones. Les pertes économiques s'élevèrent à 47 millions de $, 150 000 personnes quittèrent Culiacán. La guerre des cartels cessa de ressembler à des règlements de compte entre bandits et se transforma en un conflit militaire avec l'utilisation de technologies du XXIe siècle. Le nouvel an 2025 fut accueilli à Culiacán non par des feux d'artifice mais par des rafales d'armes automatiques. Il n'y eut pas de festivités.
Les habitants restaient chez eux. Les cartels continuaient de se battre, tandis que le gouvernement mexicain et les services secrets américains préparaient une opération qui devait inverser le cours du conflit. Le 5 janvier, à 4h30 du matin, alors qu'une grande partie de la ville dormait encore, 200 soldats de l'unité d'élite Sedena encerclèrent une maison dans le quartier de Tres Rios. À l'intérieur se trouvait Ismael Zambada Siqueiros, le Mayito Flaco, âgé de 45 ans, fils aîné d'El Mayo, arrêté et leader de fait de la Maïza après la trahison du 25 juillet. Le renseignement avait travaillé pendant des mois, traçant ses déplacements grâce à des téléphones piratés, des informateurs, la surveillance satellitaire. L'opération reçut le nom de code Tormenta, tempête. À 4h45, l'attaque commença. 4 hélicoptères militaires s'arrêtèrent au-dessus du quartier, coupant les voies, cette fuite, tandis que les groupes d'assaut forçaient les portes de la maison. Les gardes de Mayito Flaco ouvrirent le feu et pendant les 6 heures suivantes, le quartier se transforma en zone de guerre. Les résidents locaux enregistrèrent des vidéos depuis leurs fenêtres. Sur les images, on voit des explosions de grenades assourdissantes, des balles traçantes, des soldats en équipement de combat complet prendre d'assaut le bâtiment. À 10h30, tout était terminé. 9 gardes de Mayito furent tués, 5 soldats périrent, 7 autres furent blessés. Ismael Zambada Siqueiros fut capturé vivant, emmené menotté à l'hélicoptère et livré à la prison de haute sécurité d'Altiplano, la même d'où son père n'avait jamais tenté de s'échapper car il n'y avait jamais été. L'arrestation de Mayito Flaco fut un coup dévastateur pour la Maïza. Il n'était pas simplement le fils d'une légende, il était le pont entre la vieille garde et la nouvelle génération, un homme en qui les commandants de tous les niveaux avaient confiance. Sa détention décapita le commandement de la faction au moment le plus critique de la guerre. Et presque aussitôt, des rumeurs se répandirent dans le cartel. Comment les autorités avaient-elles pu connaître la position exacte de Mayito? Pourquoi l'opération avait-elle été si précise? La Maïza accusa les Chapitos de collaboration avec le gouvernement, de transmission des coordonnées en échange d'immunité. Il n'y avait pas de preuves. Mais dans le monde du narcotrafic, les soupçons sont suffisants pour que le niveau de violence augmente encore davantage. Les jours suivants apportèrent une vague d'arrestations qui traversa tout l'État. Le 9 janvier, à Mazatlan, fut capturé un commandant de la Maïza surnommé El Tarin, responsable du contrôle du port et de la contrebande de précurseurs d'Asie. Lors de la perquisition de sa maison furent trouvés 4 200 000 $ en espèces, 200 kg de cocaïne pure, un arsenal de 47 fusils Kalachnikov, 12 pistolets, 8 lance-grenades RPG, 7 et un système de guerre électronique de fabrication chinoise. Le 11 janvier, El Chavo Félix, logisticien des Chapitos qui coordonnait les transports de fentanyl à travers la frontière en Arizona, fut tué lors d'une fusillade avec la police de l'État de Jalisco où il tentait de fuir. Il fut trahi par un informateur de sa propre organisation pour une récompense de 500 000 $ offerte par la DEA. Le 12 janvier, la police mexicaine arrêta à Nayarit un commandant du CJNG portant le nom de code El Russo qui depuis octobre coordonnait les opérations de l'Alliance avec la Maïza sur le territoire de Sinaloa. Lors de l'interrogatoire qui dura 18 heures, il révéla les détails de l'accord entre le CJNG et la Maïza. Combien de combattants avaient été envoyés? Quelles routes ouvertes? Quel territoire promis après la victoire? Cette information sera par la suite utilisée par le procureur américain pour les accusations de complot en vue de meurtre et de trafic de drogue portées contre les leaders du CJNG. Le 15 janvier, un événement choqua même les vétérans expérimentés du cartel. Jesus Héctor Palma Salazar, connu sous le nom d'El Güero Palma, le blond Palma, sorti de prison après 28 ans de détention pour meurtre et trafic de drogue. Cet homme était une légende vivante, collaborateur d'El Chapo depuis les années 80, l'un des fondateurs du cartel de Sinaloa, celui qui a survécu aux guerres avec les Colombiens, aux trahisons, aux prisons des États-Unis et du Mexique. Tous s'attendaient à ce qu'il se range du côté des Chapitos, les fils de son vieil ami. Mais El Güero fit un choix inattendu. Il jura fidélité à la Maïza. La raison était simple. Sa loyauté avait toujours été envers El Mayo, avec qui il travaillait bien avant la célébrité de Joaquín Guzmán. Et le 15 janvier, 50 de ses combattants, vétérans du cartel, passèrent du côté de la Maïza, renforçant ses rangs avec des sicarios professionnels. Les Chapitos perçurent cela comme une trahison et déclarèrent El Güero ennemi. Le 18 janvier, dans la ville d'Hermosillo, État de Sonora, où Palma était venu rencontrer d'anciens contacts, une embuscade fut organisée contre lui. 7 hommes armés dans 3 pick-up attaquèrent son convoi en pleine rue. La fusillade dura 10 minutes, 7 personnes furent tuées, mais El Güero survécut grâce à sa voiture blindée et à la réaction rapide de son escorte. La vidéo de l'attaque, filmée par les caméras de surveillance, montra le professionnalisme des deux parties. Ce n'étaient pas des bandits de rue, mais des spécialistes militaires. Le 22 janvier, la DEA porta le coup le plus massif depuis
le début de la guerre. L'opération, nommée Sinaloa Shutdown, fut le résultat d'une enquête de 2 ans couvrant les États-Unis, le Mexique, la Colombie, le Panama et les îles Caïmans. Des arrestations simultanées eurent lieu dans 14 villes de 3 pays. 18 personnes furent détenues, tous des financiers et logisticiens clés des 2 factions. Parmi les arrêtés figuraient des banquiers qui blanchissèrent de l'argent via des sociétés écrans et des paradis fiscaux, des logisticiens qui coordonnaient les livraisons de précurseurs depuis la Chine et même 2 avocats qui transmettèrent des messages entre les leaders emprisonnés des cartels et leurs hommes en liberté. Les autorités gelèrent 340 millions de dollars sur des comptes bancaires au Panama et aux îles Caïmans, confisquèrent 2,4 tonnes de fentanyl dans des laboratoires disséminés dans les montagnes de Sinaloa. Ce fut un coup porté à l'artère financière des 2 factions. Sans argent, il est impossible de payer les combattants, d'acheter des armes, de corrompre les fonctionnaires. Mais le scandale le plus retentissant éclata le 25 janvier. Une enquête conjointe des journalistes de ProPublica et de l'édition mexicaine Proceso, basée sur des documents bancaires divulgués et des témoignages d'informateurs, révéla l'ampleur de la corruption au plus haut niveau. Le gouverneur de l'État de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, reçut un total de 8 millions de dollars des 2 factions du cartel entre 2022 et 2024. L'argent était transféré via des sociétés écrans et des paradis fiscaux. Le maire de Culiacán, Juan de Dios Gámez, non seulement acceptait des pots de vin, mais coordonnait de fait la division de la ville en zones d'influence, déterminant quels quartiers contrôlaient les Chapitos et lesquels la Maïza. Le 28 janvier, les 2 fonctionnaires firent des déclarations publiques, niant les accusations et qualifiant l'enquête de tentative de déstabilisation de la région par des forces étrangères. Mais le gouvernement fédéral ouvrit une enquête anticorruption et la pression sur eux augmentait chaque jour. Le 29 janvier, le gouverneur de Jalisco, dont le territoire n'était pas impliqué dans le conflit, tenta d'organiser une rencontre secrète des représentants des parties belligérantes dans un ranch à Nayarit. Des Chapitos arriva à El Panu II, un jeune commandant qui avait remplacé El Panu, tué en octobre. De la Maïza, Zell Noventa, leader formel après l'arrestation de Mayito Flaco. 2 politiciens locaux et un homme d'affaires influent ayant des liens avec les 2 parties agir comme médiateur. Les exigences des Chapitos étaient dures. La Maïza rompt l'alliance avec le CJNG, les territoires sont divisés 50-50, tous les enlevés sont rendus. 32 personnes étaient toujours portées disparues. La Maïza formula des contre-propositions. Les Chapitos reconnaissent publiquement leur responsabilité dans la trahison d'El Mayo, portent une compensation de 50 millions de dollars pour les pertes de guerre, et Ivan et Alfredo quittent le Mexique en exil. Après 3 heures, la rencontre se solda par un échec. Aucune des parties n'était prête à faire des concessions. Les médiateurs quittèrent le ranch avec la conviction que la paix était impossible. La guerre continuerait jusqu'à la destruction complète de l'une des parties. En janvier 2025, les statistiques montrèrent une légère diminution de la violence. 378 homicides contre 421 en décembre. Mais c'était un calme trompeur. 67 personnes furent arrêtées par les autorités. 23 passèrent de l'autre côté ou trahirent les leurs. Les pertes économiques de Sinaloa depuis le début de la guerre atteignirent 850 millions de dollars. L'État tentait d'utiliser la guerre pour nettoyer les cartels, mais ceux-ci s'adaptaient, apprenaient, devenaient plus intelligent, et devant il y avait encore une année entière de sang. Février 2025 n'apporta pas la paix, mais une nouvelle phase du conflit. Une guerre d'usure, où ne gagne pas le plus fort, mais celui qui résiste le plus longtemps. Les arrestations de janvier affaiblirent les 2 parties, mais ne les brisèrent pas. Les Chapitos contrôlaient le nord de Culiacán, les quartiers de Guadalupe et Las Quintas, leur Badiraguato natal et des parties des communes de Guasave et Mocorito. Selon les estimations des renseignements militaires mexicains, leurs forces s'élevaient à 800 à 1200 combattants actifs. Bien qu'il fût impossible d'établir des chiffres exacts, les sicarios apparaissaient et disparaissaient, passaient d'une cellule à l'autre, mouraient et étaient remplacés par de nouveaux. Les laboratoires de fentanyl continuaient de fonctionner, mais leur productivité était tombée à 60% du niveau d'avant-guerre en raison des arrestations de chimistes, des saisies de précurseurs et des problèmes de livraison via le port de Mazatlan, que contrôlait désormais la Maïza. La Maïza détenait les parties sud et centrales de Culiacán, les quartiers Centro, Trujillo, Barrancos, ainsi que le port stratégiquement important de Mazatlan, par lequel transitaient les fournitures d'Asie et d'Amérique du Sud, et les communes d'El Rosario et Esquinapa dans le sud de l'État. Leur propre force était estimée à 600 à 900 combattants, plus de 100 à 300 alliés du CJNG, bien que cette alliance devienne chaque mois de plus en plus tendue. Le CJNG exigeait davantage,
Plus de territoire, plus de contrôle sur les routes, plus de pouvoir dans le processus décisionnel. Ils étaient arrivés comme alliés, mais se comportaient comme des conquérants. Au printemps 2025, les commandants de la Maïza commencèrent à comprendre que la victoire sur les Chapitos pourrait bien signifier le début d'une nouvelle guerre, cette fois avec Jalisco. Les finances des deux factions avaient été sapées par l'opération de la DEA en janvier. Les 340 millions de dollars gelés sur les comptes signifiaient que les cartels travaillaient désormais principalement avec des espèces, ce qui compliquait les grandes opérations. Les salaires des sicarios étaient retardés, les pots de vin aux fonctionnaires diminuaient, les achats d'armes se réduisaient. Cela n'arrêta pas la guerre, mais en ralentit le rythme. Au lieu d'opérations à grande échelle avec des centaines de combattants, des coups ciblés de petits groupes commencèrent. Embuscades, meurtres par sniper, explosions de voitures, attaques de drones contre les commandants clés. Au sein des Chapitos, une scission grandissait entre les frères. Ivan Archivaldo, l'aîné et le plus pragmatique, voyait que la guerre était arrivée à une impasse. Trop de pertes, trop peu de profits, trop d'attention des autorités. Il insistait sur les négociations, sur la recherche d'un compromis, même si cela signifiait des concessions territoriales. Jesus Alfredo, le frère cadet, percevait cela comme une trahison de la mémoire de leur père, comme une faiblesse face à ceux qui avaient tué leur jeune frère Edgar en 2008 et les avait trahis en 2024. Il exigeait la guerre jusqu'à la victoire finale, la destruction complète de la Maïza. Le conflit entre les frères faillit dégénérer en une fusillade ouverte lors d'une réunion clandestine dans les montagnes en avril 2025. Les gardes des deux parties prirent les armes, mais au dernier moment, la situation fut désamorcée. La décision fut un compromis. La guerre continue, mais des voies pour une trêve sont parallèlement recherchées. La Maïza faisait face à des problèmes similaires. Après l'arrestation de Mayito Flaco, le commandement formel passa à El Noventa, mais d'autres commandants contestaient son pouvoir. C'était un opérationnel, un logisticien, mais pas un leader aux yeux de la vieille brigade. Le 24 juillet, une fusillade interne dans l'un des refuges de la Maïza causa la mort de 3 personnes. Une dispute sur la stratégie se transforma en bagarre, puis en tir. La discipline s'effritait. L'unité de la faction ne tenait que par la haine commune envers les Chapitos. L'été et l'automne 2025 passèrent en d'interminables petites escarmouches, enlèvements, meurtres. Les statistiques montraient de 150 à 220 homicides mensuels, moins qu'à l'automne 2024, mais toujours 5 à 6 fois supérieurs au niveau d'avant-guerre. La ville vivait dans un état de peur constante. Les résidents ne sortaient pas après le coucher du soleil. Les entreprises fermaient les unes après les autres. En octobre 2025, plus de 250 000 personnes avaient déjà quitté Culiacán. Un quart de la population de la ville était devenue réfugiée interne dans son propre pays. Le 18 novembre 2025, à la Cour fédérale de Brooklyn, New York, le juge Brian Cogan lut la sentence à Ismael Zambada Garcia. El Mayo, âgé de 76 ans, l'homme qui pendant 35 ans était resté insaisissable, se tenait devant la cour dans une combinaison de prison orange, enchaîné à un fauteuil roulant en raison de problèmes de santé. Le jury le reconnut coupable de tous les 17 chefs d'accusation, direction d'une organisation criminelle, trafic de drogue de grande ampleur, blanchiment d'argent, meurtre sur commande. La sentence était attendue et impitoyable. Prison à vie sans droit à la libération conditionnelle, plus une amende de 5 milliards de dollars qu'il ne paiera jamais. Avant la lecture de la sentence, le juge donna la parole à Zambada. Le vieil homme se leva avec difficulté et prononça un bref discours qui fut enregistré et par la suite diffusé par les médias mexicains. « Je n'ai jamais trahi mon peuple. Les Chapitos sont des traîtres. Et ils paieront pour cela. » Ce n'était pas de simples mots. C'était un ordre à ces hommes de continuer la guerre jusqu'à la fin. La réaction à Sinaloa fut immédiate. Le 25 novembre, exactement une semaine après la sentence, la Maïza et le CJNG menèrent une attaque coordonnée sur 12 positions des Chapitos simultanément, du nord de Culiacán à Badiraguato. C'était la vengeance pour le roi, la dernière tentative d'inverser le cours de la guerre. L'opération fut préparée pendant un mois. Plus de 600 combattants y participèrent. 15 drones kamikazes furent utilisés, des dizaines de mitrailleuses de calibre 50, des lance-grenades. Ce fut le jour le plus sanglant depuis le début de la guerre. 89 personnes furent tuées en 24 heures de combat, dont 67 sicarios des deux parties et 22 civils, y compris une famille entière de 5 personnes, dont la maison fut prise sous le feu de mortier. 4 pâtés de maisons dans le nord de Culiacán furent conquis par la Maïza, mais les maintenir s'avéra impossible. Le 1er décembre, les Chapitos, ayant reçu des renforts de l'État de Chihuahua, les alliés du cartel de Juárez, envoyèrent
150 combattants lancèrent une contre-attaque. La contre-offensive fut brutale et efficace. Les quartiers conquis furent repris. De plus, les Chapitos capturèrent 2 positions clés de la Maïsa dans le sud de la ville. 56 personnes périrent dans les combats. 7 combattants prisonniers du CJNG furent pas publiquement exécutés. Leurs corps décapités furent laissés sur la place centrale avec un message écrit avec du sang sur le mur: Jalisco no es bienvenido aquí. Jalisco n'est pas le bienvenu ici. La vidéo de l'exécution fut publiée sur les réseaux sociaux et recueillit des millions de vues avant que les plateformes ne la suppriment. Le 15 décembre 2025, le président des États-Unis, agissant sur la base des recommandations de la DEA, du FBI et du département de la sécurité intérieure, signa un décret reconnaissant les cartels de Sinaloa et CJNG comme des organisations terroristes étrangères. Ce fut un moment historique. Pour la première fois en 100 ans, les cartels de la drogue étaient officiellement assimilés à Al-Qaïda et Daesh. Les conséquences furent d'eau sérieuses. Toute personne ou organisation qui apportait un soutien à ces cartels, y compris les banques, les cabinets d'avocats, les entreprises de logistique, tombaient sous le coup des sanctions américaines. L'utilisation de la force militaire américaine sur le territoire mexicain fut autorisée avec le consentement du gouvernement mexicain. 500 agents supplémentaires de la DEA et de la CIA furent envoyés dans la région. Le 20 décembre, les Chapitos répondirent par une déclaration publique inattendue. Iván Archibaldo apparut dans une vidéo, enregistrée quelque part dans les montagnes de Sinaloa, entouré d'hommes armés. Il ne cachait pas son visage, parlant directement à la caméra. Les États-Unis sont des occupants qui détruisent notre pays avec leur guerre contre la drogue. Nous défendons notre peuple, nos familles, nos traditions, contre les gringos. C'était une rhétorique populiste, une tentative de présenter le cartel comme des défenseurs du peuple mexicain contre l'impérialisme américain. La Maïsa resta silencieuse, s'enfonçant davantage dans la clandestinité. Janvier 2026 montra que la guerre entrait dans une phase d'atténuation mais pas de conclusion. 80 à 120 homicides par mois, encore 4 fois supérieur au niveau d'avant-guerre, mais loin des plus de 400 de l'automne 2024. Les 2 parties étaient épuisées. Faible liquidité après le gel des comptes, pertes humaines énormes, pression constante des autorités. Au centre de Culiacán, une trêve silencieuse, officieuse s'installa. Les 2 parties évitèrent les grandes opérations dans cette zone pour ne pas provoquer de nouveaux raids des forces fédérales. Mais dans les périphéries, dans les banlieues, dans les montagnes, la guerre continuait. Tireurs d'élite, drones, embuscades, enlèvements. Entre février 2025 et janvier 2026, de 2100 à 2300 personnes périrent. Plus de 380 furent enlevés. Plus de 120 attaques de drones furent enregistrées, 150 personnes arrêtées par les autorités. Le coût économique pour Sinaloa atteignit 1,8 milliard de dollars. La guerre évoluait, mais ne prenait pas fin, et personne ne savait quand elle se terminerait. Aujourd'hui, en janvier 2026, 1 an et demi après ce jour fatal du 25 juillet 2024, lorsqu'Ismaël Zambada fut trahi et arrêté, la guerre à Sinaloa continue, mais sous une autre forme. Culiacán, ville avec une population autrefois de plus d'1 million d'habitants, s'est transformée en un fantôme d'elle-même. Selon les données de l'Institut national de statistique et de géographie du Mexique, publiées en décembre 2025, 280 000 personnes ont quitté la ville. Près d'un tiers de la population. Des quartiers entiers sont vides, les magasins sont fermés par des rideaux métalliques sur lesquels quelqu'un a écrit à la bombe « Noé futuro aquí ». Ici, il n'y a pas d'avenir. Les écoles fonctionnent à moitié. Les hôpitaux sont surchargés de blessés et les morgues ne parviennent pas à gérer le flux de corps. Les chiffres de la guerre terrorisent même selon les standards mexicains, où la violence est devenue depuis longtemps partie du quotidien. De septembre 2024 à janvier 2026, de 4500 à 4800 personnes ont été tuées à Sinaloa. Il est impossible d'établir le chiffre exact, car de nombreux corps n'ont jamais été retrouvés. Plus de 600 personnes sont portées disparues. Leurs proches les cherchent encore dans les morgues et les sépultures secrètes. 99 militaires et policiers sont morts en service, 230 autres ont été blessés. Plus de 200 attaques utilisant des drones kamikazes ont été documentées, ce qui fait de ce conflit la première guerre à grande échelle entre cartels utilisant des technologies sans pilote. Les dommages économiques pour l'État de Sinaloa sont estimés à 2,1 milliards de dollars, ce qui représente près de 15% du PIB annuel de la région. Le tourisme, qui rapportait jusqu'à 400 millions de dollars annuellement, s'est effondré de 87%. Plus de 12 000 entreprises ont fermé définitivement, laissant des dizaines de milliers de personnes sans emploi.
Mais les blessures les plus profondes ne sont pas économiques, mais humaines. Maria Lopez, une enseignante de Culiacán âgée de 42 ans, a perdu son fils de 19 ans lors d'une fusillade en octobre 2024. C'était un passant aléatoire. Il rentrait de l'université. Dans une interview accordée à Vice News en novembre 2025, elle a déclaré « Mon fils n'était pas membre du cartel. Il n'était pas un informateur. Il s'est simplement trouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. Et comme lui, il y en a des milliers. » Nous enterrons des enfants qui n'avaient aucun lien avec cette guerre. Le traumatisme psychologique d'une génération d'enfants, ayant grandi sous le son des rafales d'armes automatiques, deviendra un problème pour le Mexique pour les décennies à venir. Une étude de l'Université nationale mexicaine, menée en septembre 2025 auprès d'enfants de Culiacán âgés de 8 à 15 ans, a montré que 73% souffrent de symptômes de troubles de stress post-traumatiques, 58% ont des problèmes de sommeil. 41% ont peur de sortir de chez eux même de jour. Les conséquences géopolitiques de la guerre dépassent largement les frontières de l'État de Sinaloa. La reconnaissance des cartels comme organisation terroriste par les États-Unis en décembre 2025 a ouvert un nouveau chapitre dans les relations américano-mexicaines. Pour la première fois en 100 ans, la possibilité d'utiliser les forces militaires américaines sur le territoire mexicain sans déclaration de guerre formelle est sérieusement discutée. Les faucons au Congrès américain exigent des frappes directes sur les laboratoires de fentanyl, les centres de commandement des cartels, les routes de contrebande. Le gouvernement mexicain rejette cela comme une violation de la souveraineté, mais la pression monte. Rien qu'en 2024, plus de 75 000 personnes sont mortes d'overdose de fentanyl aux États-Unis et une grande partie de ce poison est produite dans les laboratoires des Chapitos. La guerre à Sinaloa n'est plus seulement un problème mexicain, c'est un problème pour toute l'Amérique du Nord. La carte du narcotrafic du Mexique se redessine sous nos yeux. Le CJNG, utilisant l'alliance avec la Maïza comme tremplin, s'est consolidé à Sinaloa et contrôle désormais une partie significative des routes qui, pendant des décennies, appartenaient au cartel de Sinaloa. Les experts de la DEA prévoient qu'en 2027, le CJNG pourrait devenir le cartel dominant du Mexique, contrôlant entre 50 et 60% de tout le narcotrafic. Le cartel Beltrán Leiva a renaît de ses cendres et contrôle les territoires de côtiers de Nayarit et une partie de Sonora. Le cartel de Juárez, profitant du chaos, a renforcé ses positions à Chihuahua. Le Mexique entre dans une nouvelle ère de guerres entre cartels, où les anciennes règles ne fonctionnent plus et les frontières entre les organisations s'estompent dans la lutte infinie pour le pouvoir et l'argent. Quant aux protagonistes de ce drame sanglant, leurs destins sont prédéterminés. El Mayo, Ismael Zambada Garcia, passera le reste de sa vie dans la prison de très haute sécurité ADIM Florence au Colorado, où El Chapo et des dizaines d'autres narcotrafiquants sont déjà détenus en cellule individuelle 23 heures par jour. L'homme qui pendant 35 ans a été un fantôme deviendra un simple numéro de plus dans le système carcéral américain. Son fils Mayito Flaco attend l'extradition vers les États-Unis et très probablement recevra une peine de prison à perpétuité. Les Chapitos, Ivan et Alfredo, sont toujours en liberté, cachés dans les montagnes de Sinaloa. Mais leurs jours sont comptés. Chaque mois, la DEA et les autorités mexicaines resserrent l'étau autour d'eux. La récompense pour toute information sur leur localisation a atteint 20 millions de dollars pour chacun. Ce n'est qu'une question de temps. Des mois, peut-être un an, mais pas plus. Et la guerre continuera. Parce que ce n'est pas une guerre pour une personne ou une offense. C'est une guerre pour le contrôle d'une industrie valant des dizaines de milliards de dollars par an, pour le pouvoir qui permet aux cartels de dicter leurs conditions à des États entiers du Mexique. Tant que les Américains paieront pour la drogue, tant que les précurseurs seront fournis par l'Asie, tant que la corruption rongera l'État mexicain de l'intérieur, la guerre ne prendra pas fin. Elle peut s'apaiser, devenir clandestine, changer de participant, mais en soi, elle est immortelle. Ce n'est plus simplement un conflit entre deux cartels. C'est une crise systémique d'un État qui a depuis longtemps perdu le monopole de la violence. La guerre civile à Sinaloa de 2024 à 2026 entrera dans les manuels de criminologie comme la première guerre entre cartels avec l'utilisation de drones, de l'intelligence artificielle pour le traçage des cibles et d'attaques informatiques contre les systèmes étatiques. C'est un conflit qui a montré que les cartels de la drogue ont évolué de gangs en organisations militarisées, capables de défier non seulement la police locale, mais aussi l'armée nationale. Et le plus terrible, cette évolution continuera. La prochaine génération de narcotrafiquants sera encore plus technologique, encore plus cruelle, encore plus insaisissable. Mais derrière chaque chiffre, derrière chaque statistique, il y a des personnes réelles, des mères qui ont perdu leurs enfants, des enfants devenus orphelins, des familles détruites par cette guerre insensée. Et la question demeure ouverte. Combien de sang doit encore être versé avant que le Mexique et les États-Unis ne reconnaissent enfin que la guerre contre la drogue a échoué? Combien d'autres villes doivent se transformer en Culiacán avant que le monde ne comprenne que le problème ne se résout pas par la force des armes? Et maintenant, c'est à vous. Écrivez dans les commentaires.
Pensez-vous que cette guerre finira un jour? Ou sommes-nous condamnés à regarder les nouvelles générations de cartels s'entretuer pour le droit d'empoisonner des millions de personnes? Mettez un j'aime si ce matériel vous a ouvert les yeux sur ce qui se passe de l'autre côté de la frontière. Abonnez-vous, car l'histoire des cartels de la drogue du Mexique est l'histoire de notre temps et elle est encore loin d'être terminée.